Bonjour à tous, mes chers collègues. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mesdames Marie-Georges Buffet, Najat Vallaud-Belkacem et Roxana Maricineanu. Alors, trois anciennes ministres des Sports qui ont marqué leur ministère de leurs initiatives. Mesdames les ministres, je suis particulièrement fière de vous accueillir. C'est une ancienne sportive de sport-études qui vous dit ça. J'ai vraiment un grand plaisir à être sur cette mission. Je tiens à vous remercier chaleureusement de vous être rendues disponibles, toutes les trois, pour échanger sur la thématique du développement de la patrie féminine et puis principalement sur les femmes et le sport à laquelle nous accordons une grande attention, particulièrement cette année olympique. Nous avons donc décidé de créer une mission d'information. J'ai le plaisir de co-rapporter cette mission avec Stéphane Viry, ici présent. Elle est donc consacrée, cette mission, à la pratique sportive des femmes. Et nous rendrons nos conclusions, date prise d'ici le 4 juin. Nous tenions particulièrement à vous entendre dans le cadre de cette mission. Au cours des 70 auditions que nous avons menées, nous avons pris conscience des progrès qui ont été accomplis, du chemin qui reste encore à parcourir pour que les femmes prennent toute leur place dans le monde du sport. Nous entendons proposer des recommandations pratiques susceptibles d'être mises en place rapidement. Comme vous le savez, le sujet est très vaste. Toutefois, nous avons identifié 3 grands axes de travail qui sont l'éducation, la gouvernance et le financement. Alors l'objectif de cette audition, c'est donc de vous entendre sur votre expérience, la place des femmes à votre arrivée à la tête du ministère des Sports, les mesures que vous avez mises en place pour accroître la pratique féminine et leur permettre d'accéder à des postes de direction. Et puis, votre perception sur ce qu'il reste à faire encore aujourd'hui, évidemment, nous intéresse également. Ma seule question portera sur le volet éducation, qui me tient particulièrement à cœur. Au cours des auditions, on a constaté que l'écart de pratique sportive entre les filles et les garçons commence dès l'âge de 5 ans. Alors les garçons, ils sont incités à faire du sport, à bouger, à s'approprier l'espace, à organiser les équipes, contrairement aux filles. Et cet écart dans la pratique sportive ne fait que s'accentuer par la suite, perdure jusqu'à l'âge de la retraite. Alors à mon sens, il est indispensable d'inciter les filles à prendre goût au sport dès l'école primaire. Selon vous, quels sont les meilleurs moyens d'y arriver ? Le design actif dont on parle beaucoup dans les cours de récréation peut-il être un levier ? Nous estimons qu'il devrait être complété par une plus grande sensibilisation des enseignants du premier degré sur cette problématique. Qu'en pensez-vous ? Alors, je vous propose d'organiser les temps de parole, peut-être une dizaine de minutes chacune, puis ensuite notre rapporteur prendra la parole et puis nos responsables de groupe. Donc, Madame Marie-Georges Buffet, vous avez donc la parole pour 10 minutes. Je vous remercie. Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, Mesdames les députés, dans une piscine, mon corps est libre. Je prenais le contrôle de mon corps, il pouvait enfin s'exprimer, j'étais libre. Je relate les propos de Béatrice Hess, la Française la plus titrée de l'histoire des Jeux Olympiques, en paranatation. Car ce rapport au corps et à la liberté justifie le combat des femmes pour avoir un libre accès à toutes les pratiques sportives. Je parle de combat et j'emploie exprès ce terme, car il faut rappeler à quelques semaines de la cérémonie d'ouverture des JOP que ces Jeux olympiques, dont on vante les valeurs, ne furent pas toujours ouverts aux femmes et qu'encore aujourd'hui, ici en France et de par le monde, les filles, les femmes se voient boutées hors des stades. Un combat des femmes qui a marqué des points, puisque nous allons avoir au JOP de Paris 2024 une quasi-parité au niveau des athlètes, alors qu'il n'y avait que 38% de femmes dans les délégations en 1968. Et je rappelle qu'en 1912, M. de Coubertin estimait que les Olympiades femelles étaient inesthétiques et incorrectes. Mais ce combat, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, est encore d'actualité, de par le monde, lié au sous-développement d'un certain nombre de pays, du rôle assigné aux femmes dans les sociétés, mais aussi de l'oppression de certains États. Je pense notamment à nos sœurs afghanes et à nos sœurs iraniennes et à d'autres.
D'ailleurs, à l'approche des JOP, de nombreuses associations et collectifs organisent des actions, notamment une grande marche le 23 juin, pour obtenir du CIO qu'il assure la présence d'une mixité réelle dans toutes les délégations, et que les délégations venant de pays interdisant la pratique féminine, la pratique sportive féminine, soient interdites de participer aux Jeux olympiques. Je parle du monde, mais parlons aussi de la France. 39% seulement des licenciés aujourd'hui, en 2024, sont des filles, sont des femmes. Si nous prenons tous les postes de président de club à président de fédération, 16% seulement des postes de président sont occupés par des femmes dans le mouvement sportif français, alors qu'elles sont 26,9% des trésorières et 36,5% des secrétaires. Là, on se tourne plus vers les femmes que pour aller à des postes de président. Sur 119 fédérations agréées, 18 seulement sont présidées par une femme, et il n'y a que 3 présidentes de fédérations olympiques. Et je rappelle le bref passage de Brigitte Henriquez comme présidente du CNOSF, première femme qui avait été élue présidente du CNOSF. Les travaux du comité pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport, que j'ai eu l'honneur de co-présider avec Stéphane Diagana, ont montré l'absence de démocratie et donc de renouvellement dans les instances sportives, cultivant un entre-soi et une justification de comportements non respectueux de l'intégrité des pratiquantes ou des dirigeantes au nom de la culture de telle ou telle fédération. C'est pourquoi le comité a pensé que la question de la vie démocratique était au cœur de la place des femmes dans le mouvement sportif et dans la pratique sportive. C'est pour ça qu'il a proposé de nouvelles règles électorales avec l'installation d'un scrutin sur liste, avec la représentation de toutes les listes, y compris dans les bureaux exécutifs des fédérations, et la généralisation de la parité déjà installée pour certains niveaux pour 2022-2024 par la loi de 2022. Pour 2024 et 2028 par la loi de 2022. Parité dans tous les organes de direction, y compris dans les commissions qui jouent parfois un rôle majeur au niveau des fédérations. Et également, pour permettre ce renouvellement et permettre la place plus nombreuse des femmes dans les organes de direction, d'avoir des mesures d'aide, d'incitation au bénévolat. Je pense notamment à l'indemnisation des bénévoles occupant des postes de direction. Je pense aussi aux décharges horaires. Lorsqu'on sait que les femmes font déjà des doubles journées, si on veut qu'elles puissent occuper des postes de responsabilité du mouvement sportif, les décharges horaires sont nécessaires. Nous avons besoin également, vous en avez parlé, Madame la Présidente, d'une refonte des formations de tout ce qui concerne les encadrants du mouvement sportif, les entraîneurs. Également, en ce qui concerne les CTS et DTN, et certainement à revisiter les missions de ces CTS. J'ai eu l'occasion de discuter très longuement avec plusieurs représentants des CTS qui me disent qu'ils ne savent plus aujourd'hui, à part qu'ils sont placés au service des fédérations, qu'ils ne savent plus quelle mission ils doivent remplir au nom de l'État. Une formation qui doit prendre en compte la préservation de l'intégrité physique et psychique des pratiquants et pratiquantes et qui doit prendre en compte les spécificités des filles. Aujourd'hui encore, les filles quittent massivement les clubs au moment de la puberté, parce qu'il y a les règles, parce qu'il y a les cycles, et parce que ces questions ne sont pas audibles encore aujourd'hui au sein du mouvement sportif. Et donc je fais beaucoup de débats en ce moment avec les acteurs et les actrices du mouvement sportif, et j'ose parler des règles, et j'ose parler des cycles, et j'ose parler de la puberté et du changement du corps féminin, parce que ça a des conséquences sur la place des filles dans leur bien-être dans les clubs sportifs. Nous avons proposé avec le comité de revoir aussi les comités d'éthique, leur donner plus de pouvoir, plus d'indépendance et de créer un comité d'éthique suprafédéral au niveau du CNOSF pour permettre que toutes les mises en cause de l'intégrité physique des pratiquantes et pratiquants soient signalées. Nous avons estimé, et je sais que Madame la ministre n'est pas en accord avec cette proposition, mais je la soutiens devant vous, nous avons estimé que pour ce qui concerne les délits
sexistes et des crimes sexuels, il fallait mettre en place une agence indépendante. Le mouvement sportif est une belle famille qui joue un rôle considérable pour assurer le droit au sport dans notre pays, mais c'est aussi une famille fermée sur elle-même. Et lorsque vous êtes victime, il est très difficile de venir prendre la parole dans des organes qui appartiennent à la fédération dont vous êtes membre, contre parfois un entraîneur qui joue un rôle premier au sein de cette fédération. Donc nous avons besoin d'une agence indépendante et le plus rapidement possible, même si le système Signal mis en place par le ministère, et ce dont je me félicite, a donné de premiers résultats, mais c'est très insuffisant. Nous avons aussi besoin de donner de la visibilité aux femmes dans toutes les pratiques. C'était le sens des assises nationales Femmes et Sport que nous avions mis en place en 1999, mais on a l'impression de remonter très loin dans le temps, de la loi du 6 juillet 2000 qui réaffirme la nécessité d'un accès égal des femmes à la pratique comme aux responsabilités. Aujourd'hui encore, le sport féminin est 16 fois moins retransmis dans les médias que le sport masculin, et ça joue bien sûr sur le rapport des filles au sport, sur le rapport des parents par rapport aux filles au sport. Il faudrait très certainement retravailler le décret concernant les conditions de retransmission des événements sportifs pour l'élargir et permettre qu'il y ait plus de sport féminin. Par exemple, je vais prendre vite fait un exemple et je vais terminer. La retransmission par les chaînes publiques du tournoi des 6 nations de rugby féminin a eu des conséquences importantes sur l'adhésion des filles au club de rugby. Moi, je peux en témoigner dans mon département de la Seine-Saint-Denis, où même certains clubs ont été un peu bousculés par l'arrivée de ces filles qui voulaient pratiquer le rugby. Besoin de mener le combat en permanence contre tous les effets de la domination patriarcale. Je parlais du regard des parents, mais aussi des grands frères. J'ai encore eu récemment un élève de terminale, un garçon, qui m'a expliqué lors d'un débat que, bien sûr, il y avait des sports féminins et des sports masculins et que le corps de la femme ne pouvait pas être modifié par la pratique de sport qui ne convenait pas à l'image qu'on se faisait de la femme. Cela passe aussi par l'enseignement. Vous avez évoqué cette question, Madame la Présidente. Je pense qu'il faut bien sûr élargir le nombre d'heures d'EPS dans le secondaire. Se pose la question de l'EPS dans le premier degré. Je sais que les professeurs des écoles sont très attachés à l'unicité du professeur devant sa classe, mais je pense qu'il faut peut-être poser la question de l'enseignement, c'est-à-dire de l'EPS, au sein même de l'école primaire. Je pense que ça pourrait être une proposition à débattre. Voilà. Enfin, je voudrais soulever un dernier point. Je pense qu'il faut mener le combat pour appliquer les règles olympiques, et notamment la règle 52, sur l'interdiction de la propagande politique, religieuse ou raciale au sein des compétitions sportives. Je sais que c'est un sujet difficile, mais je pense que Madame la ministre a eu raison de rappeler que la délégation de la France aux Jeux olympiques et paralympiques sera une délégation qui ne comportera aucun signe religieux. Enfin, je pense qu'il faut aider à la prise de parole. Bien sûr, les choses ont beaucoup évolué entre les périodes où j'ai été ministre, où les choses se faisaient entre quatre yeux. Il faut qu'on arrive à libérer la parole des pratiquantes et des pratiquants. Les athlètes se sont donné des organisations, des associations, des syndicats, mais ces organisations sont peu visibles, peu entendues. Ne faut-il pas tenir des assises de ces associations et syndicats des athlètes amateurs et professionnels pour qu'ils puissent se faire entendre des instances fédérales, mais aussi bien sûr du ministère et de l'État. Enfin, dernier point, je pense que nous avons besoin, parce que ça fait longtemps que nous ne l'avons pas eu, d'un grand débat sur les enjeux du développement du sport dans notre pays. Nous avons la chance d'avoir les JOP. Faisons en sorte que ces JOP ne s'éteignent pas avec la flamme en septembre. Faisons en sorte qu'ils soient l'occasion d'un grand débat citoyen sur l'accès de tous et toutes à la pratique sportive dans notre pays. Merci.
Merci infiniment, Madame la Ministre. Alors, quand on vous entend nous dire que les assises datent de 99, effectivement, le sujet a une précédence. Et en même temps, quand j'entends qu'un de vos élèves ou un des élèves de terminale, à les propos que vous avez reportés, on voit bien que cette notion de backlash qu'on observe se voit encore aujourd'hui. Donc, ça nous renforce dans notre travail de ce jour. Alors peut-être, je vous passe la parole, Madame Najat Vallaud-Belkacem, pour 10 minutes, s'il vous plaît. Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci pour cette séance. C'est un plaisir de retrouver mes deux collègues pour évoquer ce sujet. Alors, Marie-Georges est partie de la situation actuelle, ce qui permet de poser les termes du débat. Permettez-moi, moi, de revenir un petit peu en arrière, ce qui va aussi être l'occasion de voir ce qui peut se faire, ce qui a pu être compliqué à faire. En repartant de la situation telle que je la trouve quand je suis non pas au début ministre en charge des sports, mais ministre des droits des femmes, puisque c'est le cas en 2012. Et que très vite, sur ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes, la dimension sport s'impose à nous, puisque Marie-Georges vient de le rappeler, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On était vraiment dans une situation où, à l'époque, on avait seulement 12 fédérations sportives qui approchaient la parité dans leur comité directeur. On avait des déséquilibres de financement pour les clubs féminins qui étaient absolument scandaleux. Des équilibres de financement aussi bien venant des sponsors privés que des subventions publiques par rapport aux clubs masculins de même niveau. On avait une couverture médiatique du sport féminin qui était là aussi totalement déséquilibrée, avec globalement 85% du temps médiatique qui était consacré au sport masculin. Et même, je me souviens que j'avais noté à l'époque que seuls 9% des articles de presse sportive étaient signés par des journalistes femmes. Je serais curieuse qu'on actualise ce chiffre. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Bon, donc, si vous voulez, à l'époque, il nous a paru évident qu'il fallait une feuille de route, là encore totalement transversale, pour essayer de résoudre ces difficultés-là. Et notre façon de penser les choses, déjà, c'était de dire que pour faire l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine sportif, il fallait à la fois s'attaquer au terrain. Une égalité sur le terrain, ça veut dire une pratique sportive, aussi bien par les filles que par les garçons, les femmes que par les hommes. J'y reviendrai. Deuxièmement, s'attaquer à la question des écrans et de la médiatisation. Et là aussi, il y a des moyens de le faire. Et puis troisièmement, s'attaquer à la question du sommet, c'est-à-dire les instances dirigeantes du monde sportif et la présence des femmes parmi elles. Donc si je reprends ces trois chantiers, le terrain, le nombre de femmes, pas simplement qui pratiquent un sport dans un club, mais aussi qui s'impliquent dans la vie d'un club par des fonctions d'arbitrage ou d'encadrement, était clairement insuffisant. Les pratiques sportives le sont à certains égards très ségrégées. Je me souviens de ce chiffre fascinant de 80% de femmes en équitation et de 95% d'hommes en rugby, par exemple. Et donc, c'est ce qui nous a conduit à l'époque à... Bien sûr que ça a bougé un peu fort heureusement, et je pense que ce que je vais dire y a contribué. Ça nous a conduit avec celle qui était ministre des Sports et que je voudrais saluer, Valérie Fournéron, à demander aux fédérations sportives de nous présenter des plans de féminisation. On leur avait laissé 1 an pour les réaliser et donc ces plans, l'idée c'était qu'ils s'inscrivent dans le cadre des négociations sur les conventions d'objectifs et de moyens que chaque fédération signe avec le ministère des Sports. Donc il y a eu de nombreux échanges entre nos deux ministères et ces fédérations sportives pour que ces plans de féminisation soient lancés. Et je me souviens qu'1 an plus tard, on était à quelques 65% de plans féminisation qui avaient été adoptés par les fédérations et que c'était Laura Flessel qui avait été chargée d'une mission pour suivre l'adoption de ces plans de féminisation. Vous pourrez sans doute retrouver ces conclusions.
Donc ça, c'est vraiment la façon dont les fédérations pouvaient se saisir du sujet. Ensuite, Marie-Georges a évoqué cette question absolument centrale de la médiatisation du sport féminin. C'est vrai que c'est majeur parce que au fond, on ne se projette pas dans quelque chose qu'on ne voit pas, on n'éprouve pas d'appétence pour quelque chose qu'on ne voit pas. Les sponsors privés ne viennent pas soutenir quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, il s'est agi, là encore, de réagir, et on l'a fait notamment de deux façons. D'une part, avec la révision du fameux décret que tu évoquais tout à l'heure, qui est un décret européen qui liste la liste des événements sportifs d'importance majeure qui doivent forcément être diffusés en gratuit. Et donc, on s'était rendu compte que cette liste, à l'époque, qui comportait 27 événements, n'en comptait que 5 qui étaient des événements féminins. Donc, nous avons fait en sorte qu'il y ait davantage, et notamment le rugby que tu as évoqué, de grands événements féminins qui soient diffusés de cette façon-là. Le décret dont je parle, j'ai employé un terme inexact, c'est une directive européenne qui s'appelle très exactement Télévision sans frontières, voilà, qui liste ces événements sportifs jugés d'importance majeure et qui doivent être diffusés en clair. Donc nous y avons introduit des événements sportifs féminins. Sans doute, je suis d'accord avec Marie-Georges, faut-il encore réviser ce texte pour y introduire encore. En fait, c'est une actualisation constante pour donner toute sa chance à ce sport féminin d'être vu à la télé. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui nous paraissait important, c'était aussi de donner une impulsion à cette médiatisation du sport féminin en réunissant les médias français, un certain nombre, le CSA, nos deux ministères. Et nous avons organisé pour la première fois les 24 heures du sport féminin, qui depuis sont un événement récurrent. Et ces 24 heures visaient à déclencher une prise de conscience pour donner davantage de visibilité au sport féminin. C'est aussi tout ce travail qui nous a conduit d'ailleurs à renforcer dans la loi sur l'égalité femmes-hommes qui sera adoptée en 2014 les pouvoirs du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour s'assurer de l'équilibre de manière générale femmes-hommes à la télévision. Et notamment de la lutte contre le sexisme. Le lien à faire en la matière, c'est que parfois la façon dont on présente le sport féminin se fait sous des traits aussi relativement sexistes, et donc il s'agissait de donner la possibilité au CSA de condamner cela, de sanctionner cela. Voilà donc pour la question de la médiatisation, on pourrait y revenir. Et puis le troisième sujet qui nous paraissait très important, c'est l'égalité par le sommet, je le disais, les instances dirigeantes du monde sportif. Vous savez qu'à ce moment-là, on est dans un modèle dans lequel les fédérations doivent simplement respecter le principe de proportionnalité entre le nombre de femmes licenciées et le nombre de femmes dirigeantes. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et encore, rares étaient les fédérations qui respectaient véritablement ce principe de proportionnalité, puisqu'elles étaient seulement un tiers dans les fédérations agréées par l'État à le respecter. Donc, ce que nous avons fait dans la loi égalité femmes-hommes de 2014, c'est que nous avons tout un chapitre consacré à l'objectif de parité que nous étendons dans des champs autres que la simple politique. C'est un chapitre dans lequel nous étendons la parité aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture, etc. Et donc les fédérations sportives sont également concernées, avec un objectif qui est fixé, qui doit être atteint avant 2020 à l'époque, et sur lequel j'imagine que Roxana va revenir dans un instant. Mais à l'époque, ce qui est prévu, c'est que pour les fédérations où la proportion de femmes est inférieure à 25% des licenciés, elles devront accueillir au minimum 25% de femmes dans leurs instances dirigeantes, et que pour les fédérations dans lesquelles la proportion des femmes est de plus de 25%, elles doivent atteindre les 50%, donc la parité dans leur représentation au sommet.
À l'époque, se pose la question de savoir comment on fait pour faire respecter ces obligations légales nouvelles. Et donc, la réflexion se porte sur l'agrément que donne le ministère des Sports aux fédérations, puisque l'idée est de dire, bah, si vous n'atteignez pas ces objectifs-là, on peut même vous retirer cet agrément, qui est une sanction lourde, hein, puisque cet agrément, c'est celui qui donne notamment l'autorisation d'organiser des compétitions aux fédérations. L'idée, c'était que ce retrait d'agrément soit vraiment une décision ultime quand des statuts ne respectent pas la loi. C'était un peu comme une arme nucléaire, hein. L'idée, c'était pas de l'utiliser tous les 4 matins. Voilà. Que vous dire d'autre ? Je pense que il y a un lien très direct en fait entre les 3 sujets que j'ai évoqués, c'est-à-dire qu'en changeant le sommet, en faisant prévaloir une forme de parité, même progressive, on change évidemment la pratique sur le terrain et on change aussi l'appétence pour couvrir médiatiquement le sport féminin. Donc je pense qu'il y avait une espèce de transversalité et de caractère holistique à ces mesures qui a été assez précieux. Et donc toute la question qui se pose, et je passe la parole à ma voisine maintenant, c'est de savoir ce qu'il en est advenu quelques années plus tard. Merci. Merci infiniment. Madame la ministre, Roxana Maracineanu, pour une dizaine de minutes également. Merci, chère Véronique, je vous remercie pour cette audition à plusieurs voix. Pour moi, elle est essentielle parce que, comme vous venez de l'expliquer, mesdames les 2 ministres qui m'ont précédée, tout ça, ça se fait dans une continuité et dans un propos préliminaire. J'aimerais partager avec vous ma vision du sport, c'est-à-dire que pour moi, le sport s'inscrit aussi dans la société, s'inscrit surtout dans la société, il en est le reflet de certains points de vue, et il peut aussi faire beaucoup avancer les choses de par les rôles modèles que les sportifs peuvent occuper et l'image que ces filles sportives et que ces hommes sportifs peuvent donner de l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je suis arrivée au ministère des Sports fort de mon expérience d'athlète, tout d'abord, d'athlète de nageuse dans un sport qu'on peut considérer comme paritaire dans sa pratique, mais il n'en demeure pas moins que dans son encadrement, que ce soit par les entraîneurs ou par sa gouvernance au sein de la fédération, j'ai toujours vécu entourée d'hommes, que ce soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de la présidence de la fédération, où j'ai connu le même président de fédération pendant un grand nombre d'années, d'ailleurs pendant toute ma carrière sportive. Et puis, à la fin de ma carrière sportive, j'ai monté une association qui parle là plus de la pratique pour les femmes, donc de l'offre qui existe pour les femmes dans notre société au niveau sportif. Une association qui s'adresse à des femmes après accouchement, donc un moment où les femmes ont besoin de sport, ont un besoin aussi de se retrouver entre femmes pour partager ce sujet de la maternité, de l'arrivée de l'enfant. Et le monde du sport peut permettre aussi ce rapprochement entre les femmes et ce partage, cette sororité que malheureusement, qui n'est pas beaucoup proposée par le système fédéral sportif tel qu'il était organisé et encore tel qu'il est organisé aujourd'hui, alors que il y aurait fortement un intérêt à effectivement féminiser cette offre sportive, et j'ai été persuadée en arrivant que c'est aussi en modifiant la gouvernance des fédérations qu'on pouvait diversifier cette offre sportive et aller plus vers les femmes. Ce fil rouge de l'égalité entre les femmes et les hommes a irrigué tout mon mandat de 4 années au ministère des Sports. J'ai eu la chance d'être aussi dans une dynamique porteuse en termes d'égalité femmes-hommes, puisque c'était la grande cause du quinquennat du président de la République quand je suis arrivée. C'était aussi un objectif poursuivi par les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques, comme un objectif affiché d'avoir cette égalité, de s'en prévaloir vis-à-vis aussi du mouvement sportif international, du CIO et de la société en général. Et donc, pour moi, finalement, c'était assez simple, le chemin était assez tracé d'inscrire, finalement, d'arriver à inscrire dans la loi les évolutions qui ont eu lieu pendant toutes ces années au niveau sportif.
et d'arriver finalement avec les parlementaires, arriver à inscrire dans la loi justement une parité réelle, exacte, à 50% entre les femmes et les hommes, peu importe finalement la configuration de la pratique au sein des sports, mais de dire qu'il y aura 50% de femmes présentes dans les organes exécutifs de la fédération au niveau national, 50% de femmes au niveau régional de toutes les ligues sportives, à partir de 2024 et avec un horizon de réalisation 4 ans plus tard, donc en 2028 au niveau national et régional. Nous avons également réussi par la loi de 2022 à limiter le nombre de mandats, ce qui permet aussi de briser ce plafond de verre qui aujourd'hui était total pour les femmes à la tête des fédérations et des ligues, et donc diminuer le nombre de mandats, le limiter dans le temps à 3 mandats. Au niveau de la majorité du gouvernement, nous avions poussé à 2 et la négociation finale s'est arrêtée sur 3 avec le mouvement sportif pour que, aussi bien au niveau des ligues que des fédérations, il y ait un roulement. Personnellement, et ça peut faire partie de préconisations que vous pourrez proposer, j'étais totalement positive et favorable à une alternance au niveau des têtes de ces gouvernances, comme c'est le cas aujourd'hui dans les chambres de l'industrie, arriver à alterner entre les femmes et les hommes à chaque fois un mandat. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas être très risqué au niveau des fédérations, une fois qu'on aura atteint la parité, et que c'est quelque chose qu'on peut vraiment pousser et expérimenter dans le champ sportif. Et ce serait très salutaire. Ça permettrait, de mon point de vue, de valoriser aussi l'investissement des femmes dans ce secteur qu'on souhaite voir encore plus important. Donc, parité exacte, 50-50, limitation du nombre de mandats, mais aussi vote des clubs, une plus grande démocratie au niveau du vote pour que les personnes accèdent à ces postes. Encore faut-il qu'on vote pour elles. Et pour ça, dans certaines fédérations, il n'y avait qu'un petit nombre très restreint de personnes qui votaient. Et donc là, on a élargi pour que la moitié des voix qui se font entendre lors du vote proviennent des clubs et que l'autre moitié provienne des grands électeurs. Nous avons également changé un peu la donne au niveau des contrats de délégation, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, Najat, les plans de féminisation faisaient partie intégrante des contrats de délégation. Il y avait la possibilité de retirer la délégation, mais finalement, quand on a regardé dans les textes, puisque nous souhaitions retirer la délégation d'une fédération, il se trouve que dans le code du sport, il y avait finalement très peu de raisons pour lesquelles on était autorisé, nous, en tant que ministère, à retirer la délégation. Donc nous avons inversé la donne dans la loi de 2021 sur les principes de la République, en permettant au ministère de ne pas donner à nouveau l'agrément ou la délégation tous les 4 ans ou tous les 8 ans si jamais le contrat de délégation n'était pas exécuté. Donc on est passé d'une logique où on pouvait retirer un agrément ou une délégation à une logique où on va étudier, on va contrôler, on va prendre le temps de travailler avec vous ce qui est imposé dans les contrats de délégation. On y a inscrit aussi un plan de prévention des violences, un plan d'engagement pour le développement durable, un plan de lutte contre toute forme de discrimination et de violence, et effectivement ce plan de féminisation qui restait tel que vous l'aviez proposé à l'époque, mais qui maintenant devient une condition pour pouvoir conserver son état de fédération. Donc ça aussi, c'est rentré dans la loi de 2021. Nous avons travaillé dans cette loi de 2022 aussi sur ce que Madame Fournéron avait initié, le sport beaucoup plus présent dans le système de santé. Donc il y a eu d'abord le sport inclus dans le code de l'éducation en tant que savoirs fondamentaux, le savoir rouler à vélo, le savoir nager, l'aisance aquatique, qui sont des sports qui sont, j'allais dire, égalitaires un petit peu par essence, parce qu'on nous a dit pourquoi ces sports-là et pas d'autres. Parce que la natation, parce que le vélo, ce sont des sports qu'on pourra pratiquer tout au long de sa vie. Et on connaît aujourd'hui dans notre société la difficulté des femmes à accéder aussi au système de santé. Et donc on pense que via le sport, c'est aussi un moyen qu'il soit proposé en prévention ou comme dans un aspect curatif ou réparateur, après un cancer du sein par exemple, de pouvoir y avoir accès et que tout ça soit pris en considération, que ce soit par le système des mutuelles ou le système de la sécurité sociale.
Aujourd'hui, il y a, grâce à la loi, la possibilité d'avoir du sport sur ordonnance sur un beaucoup plus grand nombre d'affections de longue durée qu'auparavant. Et ces affections de longue durée concernent également les femmes, beaucoup plus qu'avant. Nous avons mis aussi en place des références sport au sein des établissements, puisqu'on parlait du handicap en tout début de votre intervention, Madame Buffet. Dans tous les établissements, on accueille des personnes en situation de handicap. Il y ait plus de sport grâce à un référent sport qui sera en lien avec les fédérations sportives. Et on a pris en considération le moment et la spécificité féminine que vous avez évoqué tout à l'heure par un guide travaillé avec l'INSEP, les CREPS et un certain nombre de fédérations qui parlent de la maternité pendant la carrière sportive et qui est devenue un peu la Bible des sportives aujourd'hui qui souhaitent avoir un enfant pendant leur carrière sportive. Voilà. Et un dernier aspect, puisqu'on est là tenu à 10 minutes, pour moi, le volet évidemment qui a été prépondérant dans mon mandat, qui est la lutte contre les violences sexuelles, effectivement, passer de quelques cas à 2000 cas aujourd'hui traités, que ce soit des agressions sur mineurs ou des violences sexistes et sexuelles, je pense que c'est un des aspects fondamentaux et incontournables de l'égalité entre les femmes et les hommes. On ne peut pas vouloir que les femmes puissent continuer à avoir une carrière d'entraîneur ou poursuivre leur activité ou s'engagent en tant que dirigeante dans une fédération et dans le monde du sport si on ne commence pas par les protéger. C'est pourquoi la loi de 2014 que vous avez passée qui impose aussi la formation des éducateurs sportifs à ce sujet des violences, renforcée par la loi de 2022 sur ce sujet, va nous être très utile. Aujourd'hui, moi j'occupe un poste à la MIPROF que vous avez créé en 2013. Où on est en charge de produire des outils de formation pour les professionnels de première ligne. Et dans ce combat de 4 ans pour faire sortir, libérer la parole, traiter ces violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport, même si effectivement le monde du sport doit mieux se l'approprier, on l'a vu dans les différentes commissions, les auditions qui ont eu lieu ici même. Voilà, l'État en tout cas est présent, tous les corps de l'État et que ce soit les CTS qui ont renforcé leur lettre de mission sur le sujet, que ce soit la justice, la police et le ministère des Sports, engagés fortement sur ce sujet, mais qui est un sujet de longue haleine et qui passe beaucoup par de la formation et de l'information qu'on espère pouvoir continuer à faire. Merci infiniment, Mesdames les ministres. Oui, peut-être un élément de précision. Quand nous avons démarré notre mission avec Stéphane Véry, co-rapporteur, comme la commission d'enquête venait était en cours, il nous a paru intéressant de plutôt focaliser nos travaux sur le développement de la pratique féminine et du coup, c'est ce qui nous a amené à nous orienter plutôt sur les questions d'éducation, de gouvernance, de financement, plutôt qu'un traitement particulier sur les violences sexistes et sexuelles qui ont été traitées par ailleurs. Merci infiniment pour ces propos liminaires. Peut-être Stéphane Véry, co-rapporteur, pour une réaction, quelques questions dans un premier temps. À mon tour, merci beaucoup Véronique. À mon tour, des remerciements pour vous trois, Mesdames les ministres, pour vos interventions, pour vos mots, pour votre témoignage, pour le chemin que vous avez retracé par rapport à l'exercice du pouvoir qui a été le vôtre. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement un chemin qui est tracé et qu'il nous appartient à tous de poursuivre en espérant augmenter peut-être la cadence et en élargir le chemin pour en faire davantage une route qui emporte la nation sur le sujet. Moi, je voulais vraiment vous remercier parce que ça vient nourrir notre mission d'information, surtout au stade des recommandations. Nous sommes en fin de mission. Madame la Présidente vous l'a dit. Vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité. Vous avez utilisé quasiment toutes les trois le mot engagement, le mot combat, et on s'aperçoit que manifestement, c'est un combat à continuer, quelles que soient les fonctions qui peuvent être les nôtres. Et je le redis, le chemin est tracé. Alors, nous sommes effectivement sur les recommandations. Moi, je voudrais peut-être revenir sur deux aspects des recommandations qui porteront à la fois sur la gouvernance et sur le financement du sport. Au cours de votre mandat, je crois que vous avez toutes les trois, Madame la Ministre, pris des mesures pour asseoir la place des femmes au sein des instances dirigeantes du sport français. Pour autant, on peut avoir le sentiment aujourd'hui, après, d'ailleurs vous l'avez dit, mais aussi on le voit dans les éléments, dans nos auditions, mais également dans des éléments un peu littéraires ou statistiques, que le monde des hommes reste encore assez réfractaire à inclure des femmes. Il y a cette loi du 2 mars 2022 qui pose une exigence de parité dans les instances dirigeantes du CNOSF d'une part et du Comité paralympique sportif français d'autre part,
ainsi que pour les fédérations sportives depuis cette année. Elle laisse aux instances régionales, et c'est important, jusqu'en 2028 pour se conformer à cette exigence. Mais dans le cadre de nos auditions, nous avons entendu que les instances régionales ne seraient sans doute pas prêtes à atteindre cet objectif, faute de candidates. Alors, partagez-vous, c'est ma première question, cette analyse, en tout cas qu'il y aurait un déficit de ressources humaines pour porter des responsabilités au sein des instances dirigeantes? Et question annexe, selon vous, est-ce que ce problème vient d'un vivier qui serait insuffisant? Et le cas échéant, pour y pallier, quelles recommandations pourriez-vous nous donner pour inciter les femmes à se porter candidates? Vous l'avez dit un peu, des charges, vous avez évoqué certaines idées, mais je voudrais peut-être que vous puissiez également nous éclairer sur ce sujet. Je voudrais également revenir sur une audition que nous avons eue avec les sociologues du sport, mesdames Béatrice Barbus et Annabelle Capret, qui nous exposaient qu'après chaque législation, en tout cas chaque nouvelle norme, il y avait des stratégies de contournement qui se mettaient en place. Il faut en prendre acte, il faut les déplorer. En tout cas, c'est une réalité. Et je citerai par exemple, sans le stigmatiser, le CNESF, pour lequel l'exigence de parité porte notamment sur son bureau. Or, au stade du conseil d'administration, à ce jour, sauf erreur de ma part, il ne compte que 16 femmes pour 33 hommes. Ce qui prouve bien qu'en dépit de ce que nous, ici, nous pouvons voter, ou ce que vous pouvez, comment dirais-je, vouloir par circulaire, par tout ce qu'on peut, en dépit de la norme, il y a effectivement quelque chose qui pose difficulté. Donc, je voulais également vous interroger sur ce fait. Et vous en avez, je crois, parlé, je crois que c'était vous, Marie-Georges, en rappelant que très souvent, les femmes dirigeantes occupent des places de secrétaire ou de vice-présidente sur des sujets qui peuvent être considérés comme, alors on va dire, secondaires, sans être péjorative, la mixité ou les ressources humaines, alors que les hommes ont des fonctions de président ou de vice-président, mais chargés des compétitions, des choses assez puissantes, parfois de trésorier, laissant à penser qu'effectivement, les finances d'un club doivent être davantage mises en main d'hommes. Donc là aussi, c'est ma question. Dans ce contexte, dans cette réalité, pensez-vous qu'il soit à nouveau nécessaire de revoir les règles d'élection? Je crois que c'est vous, Najat, qui l'avez dit, qu'il faut toujours revisiter, toujours remettre à jour des prescriptions législatives. Est-ce que vous pensez réellement qu'il faudrait revenir sur les textes que vous avez donnés à la France? Et le cas échéant, quels seraient les axes d'une telle réforme complémentaire? Et je finirai une dernière question, je l'avais dit, sur la question du financement, qui nous apparaît comme étant le nerf de la guerre dans cette question de la place des femmes dans le sport. Le chiffre d'affaires du sport féminin devrait dépasser le milliard d'euros au niveau mondial cette année, selon une estimation, je crois, du cabinet Deloitte. Vous aviez mis en place, Madame Buffet, la taxe pour financer le sport amateur, qu'on appelle désormais communément la taxe Buffet. Et je m'adresse à vous trois, Mesdames les ministres. Pensez-vous qu'un dispositif similaire, de même esprit, de même veine, portant sur le sport professionnel masculin et ou féminin, mais qui inclurait un financement spécifique pour le sport féminin, serait souhaitable et, le cas échéant, serait applicable aisément dans notre pays? Voilà, je vous remercie toutes les trois naturellement de votre disponibilité pour nous aujourd'hui et des réponses que vous pourrez apporter à mes interrogations. Mesdames les ministres, je propose que nous passions aux orateurs de groupe tout de suite et puis vous redonner la parole. Donc pour démarrer, pour le groupe Renaissance, Émilie Chandler. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres Buffet, Vallaud-Belkacem et Maracineanu, tout d'abord, je tiens à saluer l'engagement de chacune d'entre vous en faveur de l'égalité des femmes et des hommes dans le sport, que ce soit en tant que ministre, qu'élu ou sportif de haut niveau. Votre détermination, votre engagement ont contribué à faire progresser la cause des femmes dans le sport, à briser les stéréotypes de genre qui persistent encore aujourd'hui. Cette année, nous accueillons les Jeux Olympiques de Paris. Ce grand événement est l'occasion de mettre en avant le progrès que nous avons fait pour le sport féminin. L'occasion aussi de rappeler une citation d'Alice Milia, une rameuse et nageuse française qui a bataillé pour imposer les premières Olympiades féminines en 1922. Le sport féminin a sa place dans la vie sociale au même titre que les sports masculins. Il devrait même passer au premier plan des préoccupations du gouvernement. Ces propos datent de 1917, 100 ans après le combat, est toujours le même. Et depuis 2017, le président Emmanuel Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat, du deuxième quinquennat. C'est notre combat, c'est le combat de tous. Récemment, les ministres Oudéa Castéa et Berger ont annoncé un plan d'action comportant 18 mesures concrètes autour de 3 volets prioritaires: développer la pratique féminine à tous les âges de la vie, mieux accompagner les sportifs professionnels et de haut niveau en matière de protection sociale, notamment en cas de maternité, et accroître la médiatisation, renforcer le modèle économique du sport professionnel féminin.
Le sport est un domaine qui devait être synonyme de respect, de fair play, de dépassement de soi depuis 2017. Il y a eu des progrès, mais les stéréotypes de genre et les préjugés sexistes continuent de freiner la progression des femmes dans le sport. Les femmes sont toujours sous-représentées dans les instances dirigeantes des fédérations sportives et les écarts de rémunération entre les athlètes féminines et masculins demeurent importants. Libérons toutes les petites filles du syndrome de l'imposteur. Par ailleurs, nous savons également que le milieu sportif est encore aujourd'hui sujet à d'importantes polémiques et notamment concernant les comportements répréhensibles. En effet, les violences sexuelles ont toujours leur cours dans un grand nombre de sports et de nombreux cas restent encore aujourd'hui non dénoncés et impunis. Un grand nombre de personnes subissent ces violences dans le cadre d'une pratique sportive, qu'il s'agisse de simples amateurs ou de professionnels. Aujourd'hui, les voix des victimes peinent à se faire entendre et sont invisibilisées de temps en temps. Des outils ont été mis en place afin de lutter contre ces violences, et notamment les révélations chocs de Sarah Abitbol en 2020. Mesdames les ministres, quelles mesures concrètes peuvent être mises en place pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles dans le sport ? Comment pouvons-nous encourager les victimes à briser le silence, à dénoncer les agresseurs ? Et enfin, comment pouvons-nous garantir que les auteurs de ces actes soient poursuivis et sanctionnés de manière appropriée ? Je vous remercie pour votre temps, pour votre engagement de longue date en faveur de l'égalité des genres dans le sport. Votre travail a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes et nous sommes toutes et tous reconnaissants pour les progrès que vous avez contribué à réaliser. Je vous remercie. Merci infiniment. Pour la France Insoumise, Pascal Martin. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames pour vos interventions et pour l'honneur et le plaisir que vous nous faites à venir partager avec nous vos expériences ministérielles, parce que c'est toujours intéressant de regarder d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et vous avez chacune impulsé des changements. Néanmoins, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, vraiment beaucoup à faire. Vous avez évoqué certaines pistes comme le statut des bénévoles, les décharges d'horaires, puisqu'on voit bien que la charge mentale pèse encore sur les femmes, encore et toujours, et à travers des exemples que vous avez pris à chaque fois, c'était cette question qui me venait en tête. La formation des encadrants et des encadrantes, bien sûr, et j'ai découvert, parce que je ne suis pas très attachée au sport à titre personnel, mais j'ai découvert au travers de la commission d'enquête sur les fédérations sportives combien ce monde était un monde de l'entre-soi et de l'omerta. Je ne crois pas qu'aucune d'entre vous ait prononcé le mot, mais vraiment, au travers des auditions nombreuses qui ont été menées dans le cadre de cette commission d'enquête, j'ai été assez effarée de me rendre compte de ce qui se passait dans ce monde-là, comme dans bien d'autres, évidemment, mais quand même, j'avais en tête des valeurs sportives qui, pour moi, peut-être auraient pu empêcher ces questions-là. Donc, la place des femmes dans tous les sports, bien sûr, leur implication, la place des médias pour donner de la visibilité aux sportives. J'ai le souvenir, en tant que militante féministe dans une association, avoir milité il y a une quinzaine d'années pour l'audiovisuel qui retransmette justement suffisamment les événements de sport féminin. Et j'ai envie de dire, je suis fière d'avoir gagné cette bataille en tant que militante féministe avec les élus en charge de ces questions à l'époque. Donc je pense vraiment qu'il faut changer vous avez parlé de changer le sommet en changeant la pratique du terrain, mais bien sûr, et c'est comment amener les femmes à arriver à ce sommet. J'ai envie de citer là 2 personnes que j'ai rencontrées. Alors pour l'une, je la connais depuis un peu plus longtemps, mais pour l'autre, je l'ai rencontrée le week-end dernier. Et ce sont 2 sportifs de haut niveau qui m'ont vraiment impressionnée par leur engagement. Le mot a été beaucoup prononcé. Mon collègue, Monsieur Véry, l'a dit. Il faut de l'engagement pour faire évoluer les choses. Et donc Laurence Fischer, qu'on connaît bien maintenant pour son engagement, triple championne de karaté, qui participe à la reconstruction des femmes, notamment au départ avec le docteur Mukwege. C'est quand même, vous avez parlé de modèles, et ces modèles-là sont inspirants et nous montrent la voie. Et puis une autre que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée le week-end dernier, Pauline Ekambi, que vous connaissez peut-être, vous qui êtes plus dans ce domaine, joueuse internationale de basketball, qui vient d'écrire un livre, Ma promesse en héritage, que je suis en train de lire, et qui démontre combien le sport l'a aidée à échapper à toutes les violences qu'elle subissait dans sa famille, et notamment l'inceste. C'est comme ça qu'elle a pu transcender, j'ai envie de dire,
subir les violences qu'elle pouvait subir de la part de son père. Donc je pense que ces modèles-là, ils sont inspirants, il faut les suivre. Et ma question, c'est pourquoi les femmes ne sont pas candidates à tous ces postes? Alors j'ai bien sûr quelques éléments de réponse, mais j'aimerais vous entendre, peut-être vous avez déjà donné quelques réponses. Et comment faire en sorte que les hommes laissent un peu la place aux femmes? Et il me semble que tout ça est une question d'éducation et que nous devons, par nos politiques publiques, participer à cette éducation des petits garçons, puisque vous avez dit que les orientations se prennent dès l'âge de 5 ans sur est-ce que je choisis de faire du sport ou pas en tant que petite fille ou petit garçon. Donc vraiment, tout ça est une question d'éducation, me semble-t-il, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Merci. La parole pour le Rassemblement national, Katiana Levavasseur. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler égalité. Égalité des chances entre les hommes et les femmes. Égalité des droits, et notamment ceux des femmes. Car comme le disait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Les droits ne sont jamais acquis. Vous devriez rester vigilante votre vie durant. Et il semblerait que nous sommes actuellement entrés dans une de ces fameuses crises, une crise culturelle. Aussi, je m'interroge, en tant qu'ancienne ministre ayant plaidé pour défendre et protéger les femmes, en particulier contre toute forme de violence, notamment dans le sport, que pensez-vous de l'inclusion des personnes trans dans les compétitions sportives? Madame Maracineanu, en mars 2022, vous plaidiez pour, je vous cite, renforcer la place et le rôle des femmes dans le monde sportif, sujet que vous tenez, vous le disiez, particulièrement à cœur. Leur faciliter l'accès au sport. Madame Buffet, vous aviez en 2005 interpellé la garde des Sceaux de l'époque sur la nécessité de faciliter le changement d'identité des personnes trans et donc supposément leur faciliter l'accès aux compétitions féminines. N'est-ce pas antinomique? Nous constatons aujourd'hui une multiplication des cas où des personnes nées hommes avec la stature et les muscles masculins se présentent comme des femmes et remportent des trophées, des victoires et des médailles aux dépens des femmes, nées femmes, si je puis dire, qui se sont entraînées leur vie entière pour finalement se voir disqualifiées, échouer. Cela doit être incroyablement éprouvant sur le plan psychologique. Alors que le comité d'experts sur la transidentité a été installé, de fortes pressions sont aujourd'hui exercées pour que les personnes trans puissent accéder aux compétitions sportives de haut niveau en France. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Céder à ces revendications ne signerait-il pas la fin des femmes dans le sport? Cela n'irait-il pas à l'encontre des combats que vous menez? Merci. La parole pour les démocrates à Delphine Lingman. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos propos liminaires. J'en ai manqué malheureusement une partie puisqu'il y a un vote en même temps. Alors, ma question sera beaucoup plus simple que celle de ma voisine. La difficulté des sportifs de haut niveau à vivre de leur sport est d'autant plus difficile pour les sportives. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un joueur de rugby top 14 gagne en moyenne 20 000 € par mois. A contrario, une joueuse de rugby de Fédéral 1 touche une prime de match d'une centaine d'euros en cas de victoire. Et je connais particulièrement bien cette situation du fait de la présence d'un club de rugby sur ma circonscription qui a un très beau palmarès, et je parle de l'ASM Romagna Rugby Féminin. Alors les avancées sont là, avec des contrats fédéraux initiés par la Fédération française de rugby depuis 2018. Aujourd'hui, 32 joueuses en bénéficient d'élite 1. Ce qui est très peu par rapport au nombre total de joueuses et qui crée aussi des inégalités entre les clubs sportifs de l'élite 1 de rugby féminin. Alors même constat pour le foot, où la professionnalisation des femmes est toutefois un peu plus mise en œuvre. Le salaire moyen de joueur de Ligue 1 est d'environ de 94 000 € par mois, 40 fois plus que celui d'une joueur de division 1, qui est environ 2 500 € par mois. Donc, autre levier de professionnalisation des sportifs de haut niveau sponsoring, et là encore, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes disparités entre hommes et femmes, du fait de l'audience même des retransmissions de sport. À titre d'exemple, la finale de la Coupe du Monde de foot masculin 2022 a été regardée par 1,5 milliard de personnes, et en parallèle, la finale de Coupe du Monde féminine 2019 a été vue par 82 millions de personnes, soit 20 fois moins. Donc en conséquence, finalement, la compétition masculine a généré 6,5 milliards de dollars contre 570 000
570 millions de dollars pour la compétition féminine, ce qui fait des rentrées évidemment beaucoup moins importantes de sponsoring pour les femmes que pour les hommes. Alors, mesdames les ministres, ma question sera très simple, pourtant difficile à solutionner puisqu'on y est depuis plusieurs années. Quel levier peut-on activer pour accélérer cette professionnalisation des femmes dans le sport et arriver à une égalité, ou en tout cas une quasi-égalité entre hommes et femmes? Et autre question qui me concerne plus directement du fait de mon parcours, j'ai accompagné moi plusieurs de mes étudiantes qui disposent du statut de sportif de haut niveau. Alors je ne parle pas des aménagements de parcours académiques, mais plutôt des difficultés financières que certaines de ces étudiantes rencontrent. Alors quels sont là aussi les leviers ou les accompagnements que nous pourrions mettre en œuvre pour pouvoir accompagner ces étudiantes sportives de haut niveau? Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste, Fathia Kelouachi. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les ministres, je vais quand même rappeler le bonheur d'avoir 3 ministres des Sports dans la même salle pour la délégation droits des femmes. C'est un honneur et je vous en remercie. Je souhaiterais pour ma part vous poser une question et vous interroger sur la place des femmes et des filles dans les espaces publics sportifs. Les city-stades, skate-parks ou équipements de musculation en libre accès sont très souvent genrés, utilisés très majoritairement par des garçons et des hommes, laissant peu de place aux filles et aux femmes, alors même que l'espace public appartient à toutes et à tous. Les causes sont multiples, la peur du harcèlement de rue, la charge mentale qui repose sur les femmes et qui laisse moins de place à la pratique d'une activité sportive, ou tout simplement la reproduction de ce qui se passe dans la cour de récréation. En moyenne, 80% de celles-ci sont utilisées par les garçons. Toujours est-il qu'il en va de la responsabilité des pouvoirs publics de mettre l'égal accès à toutes et à tous dans les lieux publics sportifs. Ainsi, avec le plan 5000 équipements sportifs, nous avons vu fleurir dans nos circonscriptions nombre de city-stades, de skateparks, qui favorisent bien sûr la pratique sportive, notamment des enfants et des adolescents, mais qui ont très vite été appropriés par les garçons et par les hommes. Aussi, pensez-vous nous donner, nous aimerions que vous nous donniez votre expertise sur la question de la place des filles et des femmes dans l'espace public sportif. Quelle réflexion pouvons-nous avoir en amont du choix des équipements sportifs sélectionnés et quelle politique publique devrait être mise en place pour favoriser la présence des filles et des femmes dans ces lieux? Voilà ma question. Et puis, je tiens quand même à souligner que moi, je suis députée de Seine-Saint-Denis et que la question est quand même un peu latente chez nous, c'est-à-dire que les filles que l'on rencontre et les femmes veulent faire du sport, mais il y a un frein, il y a une barrière parce que l'espace public est surreprésenté par les hommes et par les jeunes hommes. Voilà, je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste, Marie-Charlotte Garin. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur et merci Mesdames les ministres d'être présentes parmi nous. Je voudrais juste simplement faire une brève pause pour réagir aux propos qui ont été tenus par notre collègue du Rassemblement national, parce que attaquer les personnes trans et citer Simone de Beauvoir, c'est quand même une belle prouesse de grand écart. Attention au claquage, ça peut être très dangereux, surtout que l'inclusion des femmes trans qui signerait la fin des femmes dans le sport, en fait, je trouve que ça manque cruellement de dignité, parce que vous auriez pu parler des enfants victimes de violences dans les clubs sportifs, des inégalités entre les femmes et les hommes au poste de responsabilité, des inégalités économiques, mais non, et je trouve que tout cela manque de dignité. Ceci étant dit, moi je suis députée de Lyon et j'ai la chance du coup d'être élue sur un territoire d'excellence sportive. Je pense notamment à l'OL féminin qui nous rend très fiers chaque saison et qui remplit les rangs de l'équipe de France. Je pense à l'ASVEL féminin aussi, on a une très belle équipe de basket localement. Et je veux m'arrêter un instant sur l'exemple de l'ASVEL parce que pour le coup on voit que c'est des clubs avec des joueuses qui sont généreuses, qui s'impliquent sur le territoire. Par exemple, qui coachent des femmes pour l'accès à l'emploi, qui accompagnent des bénéficiaires du RSA. Et je trouve que le sport, quand il est beau et qu'il porte de belles valeurs, c'est vraiment le reflet d'un projet de société. Et je trouve que c'est important de le souligner parce qu'on voit beaucoup les matchs de foot des garçons à la télévision, mais il y a aussi tout le projet social que portent certains clubs qui est très fort. Ma collègue Pascale Martin a parlé de Laurence Fischer et je voulais en parler aussi avec son projet Fight for Dignity qui aide les femmes victimes de violences à se reconstruire. C'est un bel exemple. Moi, je suis aussi karatéka, donc ça me touche particulièrement de voir ça. C'est un bel exemple de la place du sport. Et je crois qu'au-delà de l'exemple très spécifique des femmes victimes de violences, notamment conjugales ou de violences tout court, il y a un vrai sujet à parler de la place du sport amateur
et notamment pour les filles et les jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme décrochage, alors qu'on sait que, en fait, le sport, ça change la vie. Et ça change la femme que l'on devient. Parce que ça permet une émancipation, ça change le rapport qu'on a à notre corps, à la puissance de notre corps et le rapport à la confiance en soi. Et donc moi, j'aimerais vous interroger là-dessus, mesdames les ministres. Comment est-ce que vous avez des pistes, en tout cas de propositions, sur comment est-ce qu'on lutte sur le décrochage des filles et des jeunes filles sur le sport amateur, parce que ça influe forcément sur les femmes qu'elles deviennent. Merci infiniment pour vos interpellations. Mesdames les ministres, on essaye de contenir jusqu'à 18h, si c'est OK pour vous, à vous répartir la parole. Peut-être au choix des réponses que vous souhaitez, on tentera de répondre à l'intégralité à 3. Peut-être Roxana, Maricineanu. Alors, c'est pas parce que je réponds pas à tout que tout m'intéresse pas, mais c'est pour qu'on se partage la parole. Déjà sur l'investissement de Laurence Fischer, parce que vous l'avez souligné à plusieurs, j'ai été particulièrement touchée par son engagement et c'est bien pour ça qu'on a proposé qu'elle intègre le ministère des Affaires étrangères. Elle a occupé le poste d'ambassadrice du sport thématique pendant plusieurs années pour justement parler de ce qu'elle fait à l'échelle internationale et qu'on puisse le promouvoir à l'échelle française également. Et c'est ce qu'on a fait puisqu'aujourd'hui le sport est en lien avec tout l'écosystème associatif de protection des femmes et de plus en plus le sport est utilisé pour la reconstruction des femmes sujettes et victimes de violences. Donc son exemple, sachez qu'il a déjà infusé et qu'on est heureux qu'elle revienne à la tête enfin tout le monde est heureux de la revoir reprendre les rênes de cette association qui intervient dans la Maison des femmes dans le 93. Moi je suis particulièrement intéressée par le sujet de comment on va faire, celui que vous avez soulevé, pour trouver des femmes, parce que c'est ce qu'on entend aussi dans d'autres domaines, pas seulement celui du sport, et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là dans les entreprises, dans les administrations, on ne pourra pas le résoudre dans le sport, parce que le bras de fer, parce que je peux parler d'un bras de fer qu'on a mené avec le mouvement sportif, j'étais pas la seule, les parlementaires aussi, pour les faire arriver à inclure des choses sur la parité, l'égalité femmes-hommes dans la loi, on ne pourra pas le mener sans considérer que le sport fait partie intégrante de la société. Donc quand on propose des choses dans la société, que ce soit pour la partie politique, entreprise privée, tout ça, il faut ne pas oublier le sport. Il ne faut pas le laisser de côté comme si c'était un truc à part dans un coin et d'un seul coup on va se réveiller en se disant bah tiens eux ils font quoi. En fait non, ils font partie intégrante et moi j'espère que l'héritage des Jeux ce sera ça, ce sera que le sport soit pleinement intégré à tous les sujets de société, que ce soit les sujets de discrimination envers les personnes homosexuels ou transsexuels, ou évidemment, voilà, c'est là-dessus, c'est le sport qui reste souverain de décider ce qu'ils veulent faire, de les inclure, pas les inclure. Moi, par exemple, pour ma part, on a monté un groupe de travail spécifique pour justement inclure les personnes homosexuelles, évidemment, comme toutes les personnes, dans la pratique sportive. Et ça me paraît tout naturel qu'elles y soient, qu'elles soient trans, homosexuelles ou pas homosexuelles. Maintenant, comment elles vont s'organiser entre elles, dans quel type de compétition, avec quel vestiaire et tout ça, ça fait partie de ce groupe de travail qui continue son chemin aujourd'hui et qui donne la main et la possibilité au mouvement sportif de s'exprimer avec toujours l'État qui veille, à juste titre, sur le respect des différences entre les personnes et l'inclusion de tout le monde dans la pratique sportive à minima. Après, voilà, où trouver les femmes, évidemment, ça ne peut s'accompagner que par un vrai chantier sur le bénévolat. Aujourd'hui, avoir une attention particulière à comment les bénévoles sont recrutés au sein des associations, parce qu'il faut démarrer vraiment à la base. Voir qu'est-ce qu'on met en point facilitant pour que les femmes, en plus de leur vie de famille, en plus de leur vie professionnelle, puissent s'investir dans le champ du sport et dans l'associatif, fera qu'on va permettre à des femmes de monter petit à petit à la présidence, à la tête des assos, et puis après à la tête des comités départementaux, ensuite à la tête des ligues, et puis derrière à la tête des fédés. Mais aujourd'hui, il existe quand même un certain nombre de femmes, de sportives, de dispositifs financés par le ministère et par le CNOSF conjointement pour faire monter en confiance en elles-mêmes les femmes qui peuvent accéder et postuler pour devenir présidentes.
Et avant même que la loi soit votée, par exemple, je prends l'exemple de la Fédération de hockey sur gazon, il y a une femme qui a été accompagnée dans ce programme de féminisation des instances sportives, qui a tenté sa chance, qui s'est présentée. C'était une dirigeante de club, elle s'est présentée, elle a été élue présidente. Donc, c'est pas non plus totalement infaisable. Il faut que les femmes osent, et surtout celles qui prennent la parole pour l'égalité. Vous en avez cité un certain nombre tout à l'heure, Madame Barbus, d'autres personnes qui sont dans des postes d'adjointe ou de présidente de commission. Voilà, rien ne les empêche de postuler et puis d'y aller et puis vérifier. Enfin, on ne va pas y arriver du premier coup, mais encore faut-il qu'il y ait des candidatures féminines qui proviennent des femmes sportives qui souhaitent rester dans la gouvernance fédérale, mais aussi qu'on facilite ce chemin d'accès depuis la base, depuis les associations, jusqu'en haut des fédérations. Voilà, moi je choisis ces deux sujets-là. Je vous laisse la parole. Tu veux que tu clôtureras ? Merci. Merci pour vos questions et cette conversation vraiment extrêmement intéressante. Je voudrais juste commencer par une considération que je voulais absolument partager avec vous en écoutant Marie-Georges et Roxana tout à l'heure. C'est que décidément, et j'espère que ça apparaît au grand jour, ce qui fonctionne lorsqu'on veut vraiment faire changer un état de fait, les politiques publiques qui le permettent, c'est la sédimentation. Et c'est pas le stop and go permanent. J'espère que c'est bien ressorti quand même de nos exposés parce que moi, je trouve ça très intéressant d'écouter Roxana expliquer comment elle est venue finalement conforter, aller plus loin sur des dispositifs que nous avions pensés à l'époque, que Marie-Georges plutôt avait aussi envisagé, etc. Et il n'y a que ça qui marche. Et je m'étais déjà fait la réflexion lors d'une autre actualité récente qui a été la constitutionnalisation de l'IVG, où je me suis dit, en fait, ce qui permet cette constitutionnalisation, qui est un grand progrès évidemment pour notre pays, c'est le fait que depuis des années, depuis la loi dans les années 70, il y a eu énormément de nouveaux dispositifs légaux qui sont venus renforcer la place de l'IVG dans notre régime. Majorité après majorité, nous sommes les unes et les autres, parce que souvent c'était des femmes, venues conforter l'IVG, mettre fin à des choses qui n'allaient pas dans le cadre de cette démarche, etc. Et donc, au bout d'un moment, ce droit s'est normalisé d'une certaine façon, et on aboutit à sa constitutionnalisation sans que ça fasse scandale, il me semble, en tout cas, sans que ça crée de tensions exagérées, comme notre débat public semble s'y être habitué sur tellement de sujets. Et donc, pour revenir au sujet qui nous occupe ici, l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, je pense que c'est très important de garder à l'esprit que ça devrait même être une recommandation, que c'est vraiment précieux de partir des choses qui ont été faites et de les améliorer, de les conforter, d'aller toujours plus loin. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que moi je réponds à toutes les interrogations sur l'espace public qui est essentiellement occupé par des garçons quand il s'agit d'espaces publics sportifs, le sous-financement, que ce soit le sous-financement public ou par des sponsors privés des activités sportives féminines, etc. Je pense en effet que les réponses à apporter à cela, c'est d'aller plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à présent, en acceptant une forme de discrimination positive à l'attention de la pratique sportive féminine. Et donc l'un d'entre vous, est-ce que c'était vous, évoquez l'équivalent d'une taxe Buffet avec un financement spécifique pour le sport féminin? Moi, j'y serais plutôt favorable, en effet. Je pense que justement, nous avons suffisamment progressé pour nous permettre ce genre de dispositif aujourd'hui. Sur la question du vivier, je pense que, en fait, c'est vrai que l'analogie avec les autres domaines d'application de la parité est très précieuse, comme le disait Roxana, parce que, au fond, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en politique. Quand on a installé la parité, on nous a dit vous n'allez pas trouver le vivier des femmes, etc. Sauf que, si vous voulez, il faut toujours imposer ce type de règles avec, j'allais dire, une carotte et un bâton. Et donc, lorsque ce qui pèse sur les partis politiques, en l'occurrence, c'est la possibilité d'être sanctionné à hauteur de plusieurs millions d'euros, et d'ailleurs, je rappelle que la loi de 2014 que j'évoquais tout à l'heure et qu'on avait fait adopter
a multiplié par 4 le montant des sanctions financières qui pesaient sur les partis politiques qui ne respectaient pas la parité. Je peux vous dire qu'en 2017, élection législative suivante, moi j'en ai vu les effets directement de cette mesure. Et donc, les sanctions financières, c'est quelque chose d'important parce qu'elles conduisent à quoi ? Pas simplement à récupérer de l'argent, mais aussi à inciter les partis en question, une fois qu'ils se sont fait avoir une fois, à ne pas être repris, et donc du coup à s'y prendre longtemps en avance pour constituer leur vivier, parce que le vivier, ça se constitue en fait, pour aller chercher de façon proactive les femmes en question qu'on présentera aux élections. Donc, en faisant l'analogie avec la politique, je pense que en fait, le monde sportif, avec ce type de pression, est tout à fait capable de se constituer son vivier, contrairement à ce qu'on veut bien dire. Mais qu'il ne suffit pas de se constituer un vivier de femmes qu'on porte au sommet ou dans les instances dirigeantes. Il y a aussi la question, comme en politique, des conditions d'exercice de ces responsabilités pour les femmes en question. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par mes deux collègues sur notamment l'accompagnement de la maternité, etc. J'allais dire ça, c'est des conditions très pratico-pratiques, très importantes en effet. Mais il y a aussi les conditions psychologiques, soyons honnêtes. Moi, je suis atterrée de voir comme il est devenu difficile d'exercer des responsabilités politiques quand on est une femme. C'est hallucinant de violence. Enfin voilà, je pense que l'expérience d'être une femme en politique n'est pas la même que celle d'être un homme en politique aujourd'hui. Pardon, messieurs, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose que vous ne touchez pas du doigt comme nous le faisons nous. Et donc, je constate que malheureusement, l'analogie peut être poursuivie. Dans le sport, c'est la même chose. Et le cas de Brigitte Henriquez, qui était évoqué tout à l'heure par Marie-Georges, à la tête du CNOSF, de façon, on va dire, très brève, est quand même particulièrement parlant. Et je trouve qu'on n'aurait pas dû, d'une certaine façon, évacuer cette affaire aussi vite. On n'aurait pas dû accepter que, pour une fois qu'on avait une femme à la tête de cette institution majeure, ça se passe aussi mal pour elle, qu'elle soit dans les conditions dans lesquelles elle a dû partir, poussée vers la sortie à ce point, avec une grande violence. Donc c'est aussi ça, parce que évidemment les femmes, pour revenir à la question du vivier, elles regardent tout ça, elles le voient, elles se l'approprient, et si à un moment donné le coût est si énorme, c'est pas non plus très attractif pour elles que d'exercer ces responsabilités. Donc je pense que la responsabilité des pouvoirs publics, c'est aussi de veiller à une forme de plus grande sérénité, de plus grande paix, de plus grand confort, entre guillemets, dans l'exercice de ces responsabilités. C'est aussi comme ça qu'on attire les gens. Je voudrais évoquer aussi quelque chose avant de l'oublier, mais je crois que c'était vous qui disiez en introduction tout à l'heure que la pratique sportive, ça s'apprend aussi à l'école, etc., que c'est très important, cette expérience-là. Je ne voudrais pas qu'on passe sous silence, en effet, ce qui se passe à l'école, avec les enseignements, les cours de PS, mais aussi avec les licences UNSS, par exemple, parce que je pense que les pouvoirs publics ont aussi intérêt, par exemple, à réduire le prix de la licence UNSS pour les populations les plus en difficulté, que c'est ça qui contribue à la pratique sportive des garçons comme des filles. Je pense aussi que toutes les mesures qui vont dans le sens finalement d'une pratique sportive étendue, je fais référence notamment à la réforme des rythmes scolaires, vous vous souvenez, qui permettait cela dans les écoles primaires, permettent justement d'installer cette pratique sportive à un âge où justement les stéréotypes ne sont pas encore à ce point présents, donc que c'est très positif pour le sport féminin. Voilà. Et puis, je regarde, je vais laisser le reste pour toi, Marie-Georges. Merci. Mes deux collègues ont déjà dit beaucoup. Merci pour vos questions. D'abord, je voudrais faire un petit préalable. Dans la période récente, on a beaucoup parlé du mouvement sportif en mettant en avant les problèmes que rencontrait le mouvement sportif, les dérives, les scandales pour certaines fédérations.
Mais j'ai envie de dire que le mouvement sportif est traversé des mêmes dérives, des mêmes problèmes qui traversent la société. Et que le mouvement sportif peut être moins bien outillé que d'autres secteurs de la société pour faire face. C'est un mouvement associatif, animé par des bénévoles. Et je voudrais quand même dire que dans une majorité des clubs dans notre pays, plus de 150 000, plus de 3 millions de bénévoles, ces clubs sont, pour leur grande majorité, des lieux d'éducation populaire et de bien-être pour les enfants et pour l'ensemble des pratiquants et des pratiquantes. Après, justement parce que ça touche les enfants, les jeunes, parce que ça touche le bien-être des individus, leur développement physique, psychique, eh bien, il faut être très exigeant par rapport à l'éthique dans le mouvement sportif. Voilà, donc je le dis parce que, voilà, je pense que tenir un discours qui serait qu'un discours négatif envers le mouvement sportif n'aiderait pas le mouvement sportif à se saisir des problèmes qu'il rencontre, comme ceux qui parcourent la société, et d'y faire face. Je vais prendre un exemple, la place des femmes. Étant un peu la doyenne, vous savez, le rapport de force à l'Assemblée nationale, quand je suis arrivée dans les années 90, où on était moins de 20%, on le sentait dans les débats. Les attaques sexistes, etc. La parité a permis d'établir un rapport de force différent. Je l'ai vécu en tant que députée au sein de l'Assemblée nationale. Mais ça a été vrai aussi au niveau des conseils municipaux, des conseils régionaux, des conseils départementaux. Mais, parce qu'il y a encore des freins à la place des femmes dans notre société, lorsque vous regardez les élections municipales qui se font à parité de liste et qu'on passe à l'élection des maires, on a 19% des communes qui se donnent une femme pour maire. Donc on voit bien que, malgré la loi qui est utile, la parité, il faut aussi mener un combat permanent sur les mentalités. Sur l'idée que oui, les femmes sont aussi compétentes, ça on n'ose plus trop le dire quand même, qu'elles seraient moins compétentes, mais qu'elles sont aussi disponibles et peuvent être aussi disponibles que les hommes, ça on ose encore le dire. Elles ne sont pas disponibles, les pauvres, c'est vrai qu'elles font déjà la double journée, on ne va pas leur demander en plus de s'engager dans la mairie ou dans le club sportif. Oui, donc il y a aussi un combat à mener sur les mentalités, il faut les deux, il faut la loi qui fait avancer, qui oblige, qui établit des droits, et il faut mener ce débat sur les mentalités, sur la compétence, sur la disponibilité. Alors la loi sur la parité, le Comité pour l'éthique et la vie démocratique propose d'élargir la parité dans toutes les instances du mouvement sportif et à toutes les élections. C'est pour ça que nous proposons de changer les règles électorales, de faire vraiment une proportionnelle sur liste. Mais ça demande aussi des mesures concrètes pour permettre à tout individu, qu'il soit femme ou qu'il soit homme, de pouvoir s'engager bénévolement à tous les niveaux. C'est pour ça que nous proposons l'indemnisation des dirigeants bénévoles. Personne dans la société n'est choqué qu'un maire adjoint, qu'une mère adjointe soit indemnisée parce qu'elle prend sur son temps de professionnel, sur son temps de vie, etc. Pourquoi un dirigeant, une dirigeante du mouvement associatif, qu'il soit sportif ou autre, ne serait pas indemnisé? Il faut travailler sur les décharges horaires, notamment pour permettre aux femmes de dégager du temps pour l'engagement bénévole. Il faut aussi réfléchir, on a loupé cette affaire au moment du débat sur les retraites, mais prendre en compte l'engagement bénévole dans le calcul des trimestres de retraite pourrait aussi être un facteur de développement du bénévolat. Et ensuite, il faut continuer le combat que nous menons depuis quelques décennies sur le partage du temps domestique. S'il n'y a pas ce partage du temps domestique, ce partage de la responsabilité éducative par rapport aux enfants, etc., bien évidemment, le poids qui pèse, le poids mental et le poids matériel qui pèse sur la femme fait qu'elle va hésiter à s'engager, à prendre des responsabilités dans le mouvement sportif ou d'autres mouvements associatifs. Donc, il faut des mesures, il faut la loi, mais il faut aussi continuer le combat sur les mentalités.
Et ça commence, y compris pour les jeunes enfants, parce que, qu'on le veuille ou non, on le voit encore. Moi, j'ai parcouru, comme vous toutes et tous, les forums associatifs à chaque fois, au moment où les parents inscrivent les enfants dans les différentes pratiques et tout. Ben, l'idée que le garçon, faut qu'il fasse du sport, c'est une évidence. Ça reste quand même. Et que si la fille a fait autre chose, bon, ben, c'est pas grave. Voilà. Mais le garçon, il a besoin quand même de faire du sport. Voilà. On a encore ça qui est présent quand même. Donc, il faut revenir sur le... Moi, j'ai chez moi un très beau fascicule qui était édité par la Fédération française d'athlétisme dans les années, je ne sais plus si les années 30, un peu plus de 30, quoi. C'était un manuel pour enseigner la pratique de l'athlétisme aux enfants et aux filles. Aux enfants et aux femmes, pardon. C'était le même manuel pour les enfants et pour les femmes. Donc, voilà, bon, mais c'est toute une série d'images comme ça qu'il faut remplacer. Voilà. Deuxième chose, sur les questions du financement, moi je partage, je suis d'accord sur la proposition qui est faite d'une taxe, voilà. Peut-être qu'il faut réfléchir aussi, c'est un débat un peu tabou, mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aujourd'hui au statut des ligues professionnelles? On a un drôle de truc quand même dans ce pays. On a des fédérations qui sont des associations, attention, hein, associations, on n'en bouge pas, hein, très bien, des bénévoles, et puis à l'intérieur de ces associations, on a un truc qui s'appelle les ligues professionnelles, qui gèrent des sommes importantes, etc. etc. Bon. Je sais qu'au niveau de l'Europe, il y a des gens qui travaillent là-dessus, on n'en parle pas très, voilà, j'aimerais bien savoir ce qui se trame, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur voilà, un statut qui serait un peu modifié. Non, je dis ça parce que récemment, j'étais invitée à la création de la Ligue professionnelle féminine de foot, qui vient de se mettre en place sous l'égide du président Aulas. Bon, c'est bien qu'on ait une ligue féminine de foot professionnel, mais est-ce qu'il n'y a pas revisité quand même le sport professionnel dans son intégralité? Pas pour le remettre en cause, je pense qu'il y a besoin d'un sport professionnel, mais voilà, dans sa gestion. Lorsque nous avons réuni les présidents de ligues professionnelles pour les auditionner au niveau du comité, que j'ai prononcé le mot parité, l'accueil que j'ai eu, c'est un immense éclat de rire. Mes propos avaient fait beaucoup rire à l'époque. Comment on pouvait faire la parité? Il y en a quand même un qui a pris la parole pour dire « Comment voulez-vous qu'on fasse ?» Il n'y a pas de femme dirigeante de club professionnel. Il va falloir chercher, a-t-il dit, sur les personnalités extérieures. Oui, ben, il y a peut-être à revisiter un peu tout ce champ du sport professionnel pour voir justement comment, y compris la place des femmes, se construit au niveau des clubs. Voilà. Sur les violences sexuelles, moi je pense vraiment, enfin, bien sûr c'est votre libre choix, et qu'il faut prendre une décision forte sur les questions de la création d'une antenne, d'une agence indépendante. Franchement, si on n'avait pas fait ça dans la lutte contre le dopage, on n'aurait pas réussi. Quand je dis ça, il faut bien mesurer. Il y a un président de fédération qui nous a expliqué que c'était dans la culture de sa fédération, certaines méthodes d'entraînement. C'était dans la culture de sa fédération. Et je pense qu'il le disait honnêtement. Il n'essayait pas de nous raconter des bobins. Il le disait honnêtement, il le pensait. Donc je pense qu'il faut qu'on ait des points d'appui extérieurs au mouvement sportif, tout en donnant plus de pouvoir au comité d'éthique, je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il puisse agir de façon plus efficace. Sur les terrains de proximité, je ne vais pas redire ce qu'ont dit, mesdames les députés, s'il n'y a pas un encadrement associatif dans ces terrains de proximité, nous allons avoir une reproduction de la domination patriarcale sur ces terrains. Voilà. Comme nous l'avons dans certains quartiers. Etc. Bon. Donc, moi, je veux bien qu'on mette beaucoup d'argent sur ces terrains de proximité. Je préférerais qu'on mette plus d'argent pour le développement des clubs et des équipements municipaux, avec un encadrement et des gens formés pour encadrer, accueillir les filles et les garçons
et diversifier les pratiques sportives. Sur l'école, il y a le développement de l'éducation physique et sportive, je pense que c'est... Et il y a les associations de sport scolaire, mais de ce qu'on nous dit, notamment en élémentaire, elles sont très en difficulté, faute de bénévoles pour les faire vivre et tout. Est-ce qu'il n'y a pas à inventer, vous savez, vous l'avez toutes faites. Moi, je suis encore invitée dans des lycées pour la semaine de l'égalité, la semaine de la citoyenneté. On aurait une semaine sur le sport dans les collèges et les lycées, où les clubs locaux des différentes pratiques sportives pourraient venir présenter leurs pratiques, pourraient venir en débattre, pourraient venir faire des expériences aux collégiens et aux lycéens. C'est-à-dire, l'éducation physique et sportive, ça c'est essentiel, il faut plus d'heures, etc. Mais comment on donne envie à ces collégiens, à ces lycéens, voilà, d'aller vers le club. Et peut-être qu'on pourrait inventer cette semaine du sport dans le secondaire, qui pourrait être un moment fort de partage entre l'éducation nationale et le sport. Alors après, dernière remarque, je vais vous prendre un exemple sur les comités d'éthique. Quelqu'un a parlé de stratégie de contournement dans l'application des lois. C'est monsieur le rapporteur. Par exemple, dans la mise en place des comités d'éthique, c'était vraiment, dans beaucoup de fédés, une véritable stratégie de contournement. On a même eu des fédés où seul le président pouvait saisir le comité d'éthique, ce qui limitait quand même les possibilités d'action du comité d'éthique lui-même. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus encadrer ces comités d'éthique. Mais la question, c'est sûrement, est-ce qu'aujourd'hui, permettez de provoquer un peu, est-ce qu'aujourd'hui le ministère des Sports a suffisamment de moyens humains, je ne parle même pas de son budget, a suffisamment de moyens humains pour exercer un suivi et un contrôle des fédérations. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Et donc, je voudrais terminer par une plaidoirie pour redonner à ce ministère les moyens humains et financiers de pouvoir, lui permettant d'accompagner le mouvement sportif. Il y a un partage entre l'État et le mouvement sportif pour assurer le droit à la pratique sportive dans ce pays. Encore faut-il que les deux partenaires soient outillés pour le faire. Ça me semble important. Et moi, je rêve de me dire que, puisqu'on a les GOP, que dans la prochaine Olympiade, 2024-2028, je ne suis pas excessive, 4 ans, 2024-2028, 2028, on a 1% du budget de l'État pour le sport. Merci infiniment. Eh bien, je t'en prie. Ouais. Non, je voulais effectivement dire à Madame Buffet je pense qu'on poursuit toutes les trois, en tant qu'ancienne ministre des Sports, le même objectif de renforcer ce ministère des Sports encore plus après les Jeux, et que justement cette cause de l'égalité entre les femmes et les hommes reste. Mais j'aimerais juste qu'on reste dans une cohérence importante, c'est-à-dire que si on veut qu'il y ait un ministère des Sports, il faut lui donner et le laisser avoir et prendre ces missions régaliennes qui sont les siennes, à savoir l'éthique, l'intégrité, les faire respecter dans le sport, faire respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Donner des moyens à un ministère des Sports, c'est très important, j'en suis sûre, mais pour des missions qu'il doit accomplir. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce aussi à tout ce travail qu'on a fait en commun, et grâce à toutes les missions qui ont été celles de l'Assemblée nationale, et grâce aux Jeux, il aura retrouvé un petit peu un sens, je pense, sur ces missions régaliennes. Il ne faut pas l'en priver en donnant cette mission-là à des agences, à une agence qui pourrait gérer l'éthique, l'intégrité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Pourquoi pas voilà. Donc aujourd'hui, il faut que le ministère continue à assumer ce rôle-là. Et si on arrive à inclure la prévention des violences dans cette thématique qui nous rassemble aujourd'hui, l'égalité entre les femmes et les hommes, en disant que c'est la protection des femmes qui est la condition pour que les femmes puissent accéder à ces postes de direction et à ces postes aussi importants, que ce soit entraîneurs ou dirigeants. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut voir l'autre solution comme une solution, c'est-à-dire que ce soit le ministère qui continue à gérer ce sujet tellement important.
Merci infiniment. Je voudrais juste vous témoigner une certaine fierté quand on préside cette délégation droits des femmes, l'honneur que vous nous avez fait d'être parmi nous. Vraiment, merci infiniment. Vous êtes, si on parle de rôle modèle, vous avez été des inspirations et donc j'espère que nous saurons être à la hauteur de vos recommandations et je partage vos propos sur la précédence. Donc on tentera de faire honneur à cette précédence-là et de travailler évidemment sur la gouvernance, le financement, l'éducation et la médiatisation. J'aimerais évoquer le travail particulièrement remarquable de Nicolas Barre que nous avons eu dans nos événements du mois de mars sur les questions de l'éducation. Et oui, nous serons de fervents défendeurs, comment dire, oui, en tout cas de la culture de l'égalité au plus tôt. Voilà, merci à tous. On se retrouve le 4 juin pour notre rapport. Donc, merci à vous. Au revoir.